généraux de la justice congolaise qui se déroulent dans la capitale de notre pays, la RDC, depuis quelques temps. Plusieurs recommandations, plusieurs interventions, plusieurs discours qui se sont enchaînés au cours de ces assises. Mesdames et messieurs, on parlera donc effectivement des états généraux de la justice. On va analyser quelles sont les failles de notre justice, quels remèdes possibles proposés. Nos invités sous ce plateau vont devoir donc faire cet exercice. Nous parlerons également de la question de la révision du changement constitutionnel. Le ministre d'État, ministre en charge de la justice, veut savoir que parmi les réformes des états généraux de la justice, il peut y avoir justement aussi des réformes allant dans le sens de réviser la Constitution. Ça, ce sont les propos de Constant Moutamba. Prenons d'abord cette intervention de Jules Alinguete, chef de service de l'IGF. Les membres du gouvernement contrôlent 80% des ressources nationales, mais bénéficient d'une impunité parce qu'ils sont immunisés, regrette donc Jules Alinguete, patron de l'IGF aux assises sur la justice. Tous ceux qui sont déclarés innocents par le ministère public ou les tribunaux ne sont pas forcément innocents. Il y a beaucoup d'évadés judiciaires. Il s'agit des prédateurs déclarés innocents parce qu'ils ont été plus habiles en matière des finances publiques que le ministère public ou que ce dernier n'a pas pu convaincre le tribunal de leur culpabilité alors qu'elles sont coupables. Ça, c'est toujours Jules Alinguete. Le gouvernement a renvoyé à la réflexion des états généraux de la justice en cours le projet de loi proposé par le ministère de la Justice portant création du parquet national financier et des deux chambres spécialisées en matière économique et financière. Mesdames et messieurs, on va évoluer toujours avec d'autres réactions. Prenons celle justement du professeur Chibangu Kalala qui propose la suppression du Conseil supérieur de la magistrature et son remplacement par le Conseil supérieur de la justice qui aura un pouvoir beaucoup plus élargi. La justice est une affaire trop sérieuse pour être confiée qu'aux magistrats. Il y a des passerelles qu'il faut tolérer. Vous n'êtes pas une île dans un océan. Aux États-Unis et en Angleterre, leurs ministres de justice sont chefs des parquets. Vous pensez que la justice est mal rendue là-bas? Ça, c'est Lambert Mende Omalanga. Dans les états normaux, s'il y a des incohérences, des incongruités dans la Constitution, il ne faut pas jouer au mot. Moi, je suis dans la logique qu'il ne faut pas réviser un chiffon. Il faut juste le remplacer. On va prendre également cette intervention de Délice Sanga au cours de la manifestation lancée par le sursaut national. Voici ce qu'il déclare. Il faut empêcher un coup d'État que le pouvoir actuel veut perpétrer contre la République et contre la démocratie en changeant la Constitution. Nous disons le 220, c'est le compromis de toute la lutte politique et démocratique dans notre pays et il doit être préservé et nous ne voulons pas un retour en arrière. Il faut sensibiliser le peuple parce que les gens ont tendance à oublier que cette constitution est passée par référendum, contrairement à ce que prévoit le pouvoir en place. Les 18 et 19 prochains, ce sera l'anniversaire justement de ce référendum et donc nous nous retrouvons un jour avant pour dire au peuple que cette constitution doit être protégée pour le bien de notre pays, pour sa stabilité et la cohésion nationale, le sursaut national. L'appel qui a été lancé à tout le monde, des acteurs de la majorité. Il y a quelques plateformes qui doivent savoir aujourd'hui, face à cette menace sérieuse contre la démocratie et la République, où est-ce que les uns et les autres se situent, que vous soyez députés, sénateurs, acteurs de la société civile, ceci vous concerne. C'est le sursaut national contre le changement de la Constitution et contre le troisième mandat de Félix Tshisekedi. Nous allons nous mobiliser. L'appel a annoncé un calendrier d'action. Nous allons user de notre droit constitutionnel par des actions, des manifestations pacifiques et démocratiques pour empêcher que ce coup d'État ne soit pas perpétré. Ça, c'est donc Délice Sanga, président de
en vol. Merci, messieurs, dames. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Une nouvelle fois, nous parlons justement des états généraux de la justice. D'abord, je commence par saluer mes invités. Monsieur Patrick Sahel, bonjour et merci de prendre part à cette émission. Bonjour, monsieur Adam. Merci de l'invitation. Je suis très heureux de participer à cette belle émission et d'avoir en face de moi un co-débatteur de taille. Je ne sais pas si je dois l'appeler co-débatteur. J'espère que quand il s'agit de la nation, on réfléchit à sens. Il n'y a pas de sens contraire, certainement. Je salue Henri Chimbalanga. Je salue les téléspectateurs et pourquoi pas ceux qui vont nous suivre au niveau de l'Internet aussi. Merci. J'espère qu'on va passer de bons moments et que ça sera une émission édifiante. Merci bien, monsieur Patrick Sahel, pour votre participation à cette émission. Monsieur Henri Chimbalanga, en tout cas, merci également. Bonjour, bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Merci beaucoup, Dan. Je sais que ça fait quand même un bon bout de temps. C'est à cause de certaines indisponibilités. Je suis très heureux de retrouver Patrick Sahel en face de moi. Parce que ça fait aussi bien comme ça quand on doit échanger avec ceux qui font un effort d'être plus attachés à la nation qu'aux personnes. Parce que c'est toute la grande difficulté que le Congolais a. Le Congolais préfère réfléchir comment faire plaisir à une personne que plutôt comment asseoir la nation. C'est le plus grand défi que nous avons à relever. C'est le plus grand défi que nous avons à relever. Merci bien, monsieur Henri Chimbalanga. Monsieur Patrick Sahel. On va donc prendre la première thématique, mesdames et messieurs. C'est justement les états généraux de la justice qui sont en train justement d'aller vers leur moment, le point de non-retour, justement. Les recommandations, les travaux en commission se poursuivent. Alors, quelles sont les failles que mes invités constate dans notre justice et quels remèdes au regard déjà des propositions qui sont faites ici, la mise en place d'un parquet financier, réviser la Constitution, voilà, le Conseil supérieur de la magistrature devra être revisé et la plainte de Gilles Alinguette qui dit que la plupart, 80% des ressources nationales bénéficient d'une impunité, du nombre de gouvernements qui bénéficient d'une impunité parce qu'ils sont immunisés. Ça c'est monsieur Jules Alinguette. Alors, monsieur Patrick Sahel, je commence avec vous, avec la première question. Déjà, comment trouvez-vous le déroulement des états généraux de la justice actuellement? Très cher Dan, permettez-moi, je sais que généralement quand on commence cette émission, on a toujours nos petits biscuits. Voilà, comme le temps ne nous a pas permis. Mais je voudrais quand même relever quelque chose avant d'attaquer le fond du sujet. J'ai suivi lamentablement M. Kabouya qui, selon lui, il dit, il a encore vu pour une fois la main de M. Kagame derrière tout ce qui se passe, le désordre qu'il y a au sein du parti présidentiel. Je préfère le nommer ainsi. Mais ici, moi, je voudrais dire à Kabouya, c'est pas Kagame qui a fait que les membres de ton cabinet ne soient pas payés depuis 3 mandats. Kabouya. Ce n'est pas Kagame qui a fait que l'UDPS, depuis que M. Kabouya est secrétaire général, l'école du parti est quasi inexistante. Ça fait 3 mois que les membres des cabinets de Kabouya sont même payés. Oui, ils ne sont pas payés. Ils n'ont Sûr jamais et certain. Qui m'envoie un seul directeur de cabinet, de lui Kabouya, depuis qu'il est secrétaire général, parce qu'il est passé par 2 ou 3 directeurs de cabinet, qui m'envoie un seul directeur de cabinet avec la fiche de paye. Allez-y faire un tour à l'UDPS, vérifiez si l'école du parti existe encore. L'école du parti n'existe plus. Les membres de son propre cabinet ne sont pas payés. Mais très cher Dan, ce qui est grave, il n'y a plus de fiche d'adhésion à l'UDPS. Que Kabouya vienne nous dire comment on devient membre de l'UDPS depuis que lui est secrétaire général. C'est-à-dire un parti politique qui n'a plus de fiche d'adhésion, un parti politique dont le cabinet du secrétaire général ne sont pas payés, un parti politique qui, avant d'envoyer les noms, quand il faut nommer les gens dans des mandataires,
on ne prend plus par rapport à la cotisation de membres. Parce que quand vous avez une fiche d'adhésion, à côté, il y a une fiche de cotisation. C'est-à-dire que ce membre ici, il cotise, il connaît l'idéologie du parti parce qu'il a été à l'école du parti. Mais depuis que Kabuya est secrétaire général, toutes ces choses-là n'existent plus. C'est toujours Kagame. C'est Kagame qui fait que Kabuya ne paye pas ses membres de son cabinet. C'est Kagame qui a tué les codes du parti de l'UDPS. C'est Kagame qui a demandé à l'UDPS de ne pas avoir une fiche d'adhésion. C'est Kagame qui a demandé à l'UDPS de ne pas prendre les mandataires au sein du parti. Que Kabuya, lui, il préfère plutôt prendre les mandataires comme ceux qui sont des pires petits. Des gens qui à peine deviennent membres de l'UDPS parce que Kabuya est secrétaire général. Aujourd'hui, ils sont mandataires. Si vous voulez, je citerai des noms. Très dur envers... Non, mais est-ce que c'est Kagame? Est-ce que quand on dit que il a vu la main de Kagame au sein de l'UDPS, c'est-à-dire l'UDPS qui gère le pays, parce que l'UDPS c'est le parti présidentiel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand les désordres qu'il y a au sein de l'UDPS est voulu par Kagame, orchestré par Kagame, c'est-à-dire que Kagame est à Kinshasa. Kagame gère le pays. Le désordre qu'il y a, c'est-à-dire que si aujourd'hui les fonctionnaires de l'État sont sous-payés, c'est Kagame. Si aujourd'hui les professeurs vont aller en grève, c'est Kagame. Parce que ça, c'est un parti présidentiel. Et ça sort de la bouche du premier d'entre eux. Un parti qui a des personnes au sein comme Chilumbaï, le professeur, ça dit que Chilumbaï, c'est la deuxième personnalité de ce parti-là, après le président de la République. Parce que c'est lui qui occupe la fonction la plus haute de l'État. Parce que Tshisekedi est président de la République. Si on voit au sein de l'UDPS, la personne qui occupe la fonction la plus haute, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est le professeur Chilumbaï, de droit constitutionnel en plus. Mais Chilumbaï est là, Tshisekedi est là, et c'est Kagame qui vient foutre le bazar au sein du parti présidentiel. À un moment donné, la meilleure des réponses que Kabuya peut nous donner, c'est le silence. En tout cas, pour une fois, s'il voit une caméra, un micro, cher Kabuya, taisez-vous. Vous êtes totalement... Alors, merci bien État pour... général de la justice. Oui, en quelques mots. Cher Dan, est-ce qu'on peut parler de la justice au Congo? Est-ce qu'on peut parler d'une justice vraie au Congo? Il n'y a pas très longtemps, la justice congolaise venait d'innocenter Monsieur Nicolas Kazadi. Ben c'est vrai, lui il a dit, c'est lui qui cite son nom, il va le traduire en justice. Ici j'ai cité le nom parce que on parle de la justice. Ce n'est pas moi, c'est la justice qui a dit que Nicolas était innocent et puis... Disculpé. Disculpé. Mais on aurait voulu voir même un procès... de pacotille comme ce qu'on a vu lors du procès 100 jours. Il a dit que lui, son travail n'était que de payer. Il n'était pas dans la conception. Ben, si vous voulez qu'on parle de Nicolas, moi je suis très prêt à assumer les conséquences. Parce que là, je suis en train de parler de la justice. Si vous voulez que le débat soit concentré et tourné sur Nicolas... Vous avez relevé un cas, le cas de Nicolas Kazadi. Oui. Mais j'essayais peut-être de vous apporter j'avais posé une question de long moulin. J'avais posé une question à la justice. Ici, je parle de la justice. De façon globale. Prenez l'interview de M. Nicolas Kazadi chez votre confrère Top Congo FM. Écoutez ce que Nicolas a dit et venez nous dire qu'il est innocent. Non, si je ne peux pas le défendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui était à la manœuvre, même pour discuter les prix, il a rabaissé le prix qui était à 200, il a ramené à 100 000 $. Il était là. Là, on parle de forage. Même pour parler des lampadaires. Nicolas, on a vu. C'est-à-dire que pourquoi Kamere était... on a vu le procès Kamere, parce qu'il y a soupçon de détournement. Mais pourquoi pour Kamere, quand il y a eu soupçon de détournement, on l'a vu là-bas? Mais pour Nicolas, on n'aura même pas un procès de 3 jours. Mais ici, on parle de cette justice-là. C'est dû à quoi? Hein? C'est dû à quoi? Parce que vous dites à la maladie très grave de notre justice. Ça, c'est les mots de M. Tshisekedi, le président de la République. L'ODEP dit que si Tshisekedi, si monsieur, il y a des cas emblématiques, monsieur Nicolas Kazadi, monsieur Vital Kamerhe, ce sont des cas emblématiques qui prouvent exactement que cette justice est instrumentalisée d'abord par le chef de l'État lui-même. Bon, là, ça, c'est l'ODEP qui... Vous savez que l'ODEP est une organisation privée. Moi, je ne voudrais pas dire ce que l'ODEP a dit, parce que ici, nous sommes à la télévision, même si c'est ce que je pense. Mais vous savez, le président de la République, avant que la justice ne déclare que Kamere était innocent, il a dit Kamere, voilà, c'est un monsieur honnête.
Et quelques temps après, le monsieur qui va passer de 20 ans de prison à innocent. Et c'est la même chose qu'il a dit pour Nicolas Kazadi. C'est un père de famille, il se voit vilipendé sur les réseaux sociaux et consorts. Et quelques temps après, le procès, Nicolas est lavé de tous. C'est-à-dire que la justice... Avant, j'étais tenté de croire, comme M. Tshisekedi, que la justice était malade. Je pense que cette justice est vraiment au coma. C'est-à-dire que dans un coma très profond, il faudrait, je ne sais pas, il faut réanimer cette justice. Mais comment réanimer la justice quand on prend aussi quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas les attributions de son ministère et qui s'élance dans le populisme. Monsieur Cette Patrick justice Sahel est très malade. Merci bien, monsieur. Y a pas, je vais chuter. Vous allez voir la maladie de la justice. Monsieur Firmin, quand il a pris ses fonctions, il a voulu nous ramener en 1885 en disant c'est lui qui va parler en mal du président de la République. La sanction sera très sévère. Mais alors que en 1885, on parlait de ce crime-là, le crime de lèse-majesté. Il a voulu ramener cette sanction-là, de ne pas toucher le roi, de ne pas toucher le président en 2024 ou 2023. Mais où est l'affaire Willy Bakonga? Vous voulez nous parler de cette justice-là? Mais cette justice-là, elle avance comme une justice de 2 poids 2 mesures. Pourquoi on va pas inculper? Pourquoi on ne va pas incarcérer les détourneurs et les voleurs, mais on incarcère ceux qui ne font que parler? Pourquoi Moukeba il serait en prison aujourd'hui alors que Etienne est dehors? Alors que Nicolas est dehors? Alors que l'autre là, comment c'est le précité ici, Willy Bakonga est dehors? Vous parlez de quelle justice? Les états généraux de la justice. Et pire que ça. Vous ne croyez pas que quelque chose de bon peut venir de ça? Pire que ça. Comment quelque chose de bon peut venir pendant que le président de la République et le ministre de la Justice demandent qu'il soit inséré dans le Conseil supérieur de la le Conseil supérieur de la Mais là, il faut justice. réviser la Constitution. Mais pour ne serait-ce que penser mettre le président de la République et le ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait toucher l'article 149, 150, 151. La révision, j'espère même 220, même 220, parce que... J'espère qu'on va parler de la révision. Tout à fait. Bon, 220, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger dans tout ça. Mais la justice est très malade. À un moment donné, on a pensé que Moutamba serait la bonne personne pour relever le défi. On se rend compte que lui, il nage dans le populisme. Mais il doit se ressaisir à un moment donné. Mais le problème, c'est que dans la justice, il n'y a pas que le ministre, il n'y a pas que le président, il y a les magistrats aussi. Le ministre aussi est malade. Donc, ceux qui exercent la fonction, ils ne l'exercent pas comme il le faut. Mais le poisson pourri où? Cher Dan. Par la tête. Heureusement que la réponse est venue de Merci bien, monsieur Patrick Sahel. Justice malade, mais justice qui est administrée par des hommes. Est-ce qu'on peut donner une thérapie au système sans donner une thérapie aux hommes? Ça, c'est aussi une question. Monsieur Henri Tchimbola, comment trouvez-vous l'évolution de ces états généraux? Et depuis que nous sommes là, depuis que ces états ont commencé, quelles sont les leçons que vous avez tirées? Bon, d'abord, Dan, les travaux évoluent, mais ça donne l'impression de plus en plus comme si ça devenait un lieu de confrontation. Vous voyez, vous voyez les magistrats qui font bloc pour repousser tout ce qu'il y a comme initiative que eux qualifieraient ou suspecteraient d'être comme une superposition d'un pouvoir politique sur eux, tu vois. Et de l'autre côté, il y a des politiques, pour des raisons inavouées, ils souhaiteraient que le président de la République soit inséré dans ce corps-là, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, et au-delà de ça, en proposant même que ce conseil soit supprimé et remplacé par un conseil général de la justice, tout en proposant que le président de la République soit à la tête de ces organisations-là, de ces conseils-là. Mais quelque part,
ça dénote de ce que je disais à mon introduction. Donc les gens sont là-bas, non pas pour penser nation, mais pour chercher à penser... vous savez, Mobutu, un jour, il pleure au palais du peuple. Il essuie ses larmes. Mais il y a quelqu'un qui saute dans la salle, il commence à entonner. Vive le guide! Mais le guide est en train de pleurer. Mais comprenez ce que signifiaient ces larmes. Et c'est ce que nous vivons. Le chef vous dit, la justice est malade. Toi, tu viens en tant que constitutionnaliste pour dire que lui doit être à la tête. Et pourtant, si vous regardez très bien, ce qui rend cette justice nulle, c'est la politique. Nos hommes politiques. Ce sont eux, depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui, eux s'organisent à être avoir la même mise sur la justice. Les cas que Patrick a évoqués ici, c'est de notoriété publique. Quand le président de la République déclare publiquement que Kamere, que vous avez arrêté là-bas, c'est un homme honnête, insinué, ça voudrait dire, vous les juges, vous avez condamné un homme honnête. Donc c'est une condamnation qui n'est pas juste. Et mettez-vous à la place de ces juges dans le contexte de ce pays. Mais les propos prononcés par le président, a une incidence. Mais tout à fait. Et le président, c'est le magistrat suprême. Mais dans le contexte de notre pays, où vous vous entêtez, on peut déclencher contre vous une mutation à Ndjokompunda. Tout de suite, vous devez aller, vous quittez Kinshasa, les mutations, il va à Ndjokompunda, il va à où? C'est les anciens noms là, c'est quoi? Les Saint-Édi. Donc, les mots, vous y allez. Et tout ce, c'est ça dans le contexte, c'est ça le contexte qui fait en quelque sorte, l'indépendance du pouvoir judiciaire est utopique. C'est sur le papier, mais en réalité... En réalité, ça n'existe pas. Ici, dans le contexte congolais. Donc le plus grand problème, c'est d'abord, il fallait que... Sinon, tous ces travaux-là, Dan, prenez date, si on n'arrive pas à se défaire de l'influence politique sur la justice, eh bien, sachez tout simplement... Mais Lambert Mende a déclaré pour dire qu'aux États-Unis et en Angleterre, le pouvoir judiciaire est chapeauté par d'abord les chefs du gouvernement et les patrons de la justice. Est-ce que là-bas, la justice est mal rendue? Ça, c'est la question de Lambert Mende. Écoutez, Lambert Mende, c'est lui-là qui était le défenseur farouche du régime Kabila parce qu'il a fait 14 ans ministre. Et c'est ce qui avait même fait craquer Etienne Tshisekedi jusqu'à qualifier Lambert Mende de Tchakou national. Et aujourd'hui, comme malheureusement, la nature de nos politiques, c'est quoi? Ils n'ont pas d'idéal. Eux, c'est le positionnement. Comment voulez-vous? Quelqu'un qui démontrait à suffisance combien Joseph Kabila était plus intelligent qu'Etienne Tshisekedi. Donc, alors, si on doit aller plus loin, donc Kabila est sûrement 1000 fois plus intelligent que Félix, parce que personne ne me dira que Félix Tshisekedi est plus intelligent qu'Etienne Tshisekedi. Mais c'est cette personne-là qui aujourd'hui passe par tous les plateaux pour commencer à démontrer combien Félix est intelligent. Mais non, monsieur, c'est ça la mauvaise nature de nos politiques. Lambert Mende, en principe, il n'a rien à défendre. Eux, ils ont défendu bec et ongle. Mais c'est un universitaire. Là, il part dans le cadre de son apport en tant qu'universitaire. Écoutez, d'abord, rentrons aux États-Unis, puisqu'il parle des États-Unis. On a vu aux États-Unis Bill Clinton répondre aux 81 questions lui posées par le procureur Kenneth Starr. C'était dans l'affaire Monica Lewinsky. Qui peut le faire ici au Congo? Qui peut interroger un chef d'État en fonction? Donc, il ne faut pas à un certain moment... Comparer l'incomparable. Mais c'est ça, tout à fait. Et puis, quand là-bas aux États-Unis, le président nomme les juges. Les juges ont ce qu'ils appellent là-bas le devoir d'ingratitude envers celui qui vous a nommé. S'il faut arrêter de juger le président de la République qui vous a nommé, là-bas, ça se passe. Donc, on ne peut pas comparer avec... Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on améliore les conditions salariales, les conditions de travail des magistrats, est-ce qu'on peut prétendre voir ou vivre leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique? Non, d'abord, ce n'est pas un problème de salaire. Écoutez, vous avez lu là-bas ce que Alinguet était en train de dire. Mais Alinguet, il peut nous dire ici qui le contrôle, lui. Quand il a été convoqué
à la Cour des comptes par le Il procureur. Il est allé? Il ne s'est pas rendu. Il ne s'est pas rendu. Alors, qui est-il dans ce pays? C'est un OPJ à compétences restreintes. Les actes qu'il pose ne sont que administratifs. Donc, un OPJ de la police ici nationale est plus qu'Alinguetti, parce que lui, il a le pouvoir en termes en termes judiciaires. Il a le pouvoir d'immobiliser quelqu'un pendant 48 heures. Mais Alinguetti, quelle leçon il veut donner? Qui le contrôle? Quelqu'un qui ne voudrait pas. Il dit qu'il considère un procureur général. Légalement, la Cour des comptes. Mais pourquoi il n'est pas allé? C'est tout simplement à cause des influences politiques. Parce que aussi longtemps que son bureau est d'abord mentionné en haut, présidence de la République. Alors lui, il doit se taire. D'abord, quand il dit que le gouvernement ou les ministres consomment gros, lui n'a que 225 agents. Mais tout le budget qui est mis à sa disposition, tout cet argent-là, mais lui, il est plus que tous ces ministres en termes de consommation. Qu'est-ce que lui produit? Parce que les exploits des régies financières n'ont rien à voir avec lui. Mais Dan, c'est la mauvaise sentinelle que nous avons. Écoutez. Je chute pas. Mais quand même sous lui, on a connu des dénonciations, des rapports qui ont fait mouche. Écoutez, Matata, même ce qu'on vit avec Nicolas Kazadi, c'est Alinguetti. Non, on sait ce qui se passe entre lui et Nicolas Kazadi. Le même Nicolas dit que Alinguetti a reconnu ses torts. Écoutez, la sentinelle ne doit pas venir te réveiller que patron Dan, on a déjà volé. Il faut que la sentinelle vienne te dire, patron Dan, j'ai attrapé le voleur, il est là. Il est là. Mais lui, quand chaque fois il vient pour nous dire qu'on a déjà sorti 200 millions, tu étais où avec ton contrôle a priori? Merci bien. C'est compliqué avec nos politiciens. En tout cas, merci bien pour monsieur Henri. Alors, monsieur Damien Terranova, bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Je m'excuse pour le léger retard dû aux embouteillages de Kinshasa. J'ai dû abandonner carrément la voiture et prendre la moto pour arriver. Je m'excuse à ceux qui sont arrivés avant moi et aussi aux téléspectateurs. Voilà. Merci bien. Je suis à vous. Je vous passe la parole. Je salue notre participant à l'émission, monsieur Leader Kingonzi Joachim. Bonjour et merci de prendre part également à cette émission. En tout cas, bonjour monsieur Dan. Je suis heureux de répondre à l'invitation et je salue tous les Congolais qui nous suivent de partout. D'accord. Merci bien. Bon, vous êtes Union Sacrée. Lui, c'est opposition. J'ai suivi des interventions. Permettez, je passe la parole à quelqu'un de l'Union Sacrée et je vous passerai la parole. Si vous êtes maître du plateau. Merci bien. Alors, monsieur Leader Kingonzi, comment trouvez-vous le déroulement de ces états généraux? Bon, disons, premièrement, nous saluons l'avènement de ces activités liées aux états généraux de la justice. Ça, c'est un fait qu'il faudrait vraiment le reconnaître. Et puis, j'aimerais élever également sur le plateau que ça ne servirait à rien que les gens puissent tirer à boulet rouge sur le chef de l'État ou encore sur les autres autorités. Parce que lorsqu'il faudrait faire ou engager un débat patriotique ou républicain, il faudrait que nous dépassionnions le débat, que nous n'entrions pas dans des considérations personnifiées, que telle personne a mal agi, telle personne a mieux fait. Je pense qu'on doit rester sobre pour pouvoir discuter sur les questions essentielles qui pourraient conduire la République vers le développement. Parce que lorsque nous voyons dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, aux États-Unis, les débats ne tournent pas sur les individus. En France non plus, les débats ne tournent plus sur les individus, mais sur la vision ou sur une pensée qui doit développer le pays. Il est certes vrai qu'il y ait eu l'organisation des États généraux de la justice, mais il y a aussi certaines questions qui doivent être débattues d'une manière réfléchie et objective. Je donne par exemple, certaines personnes ont dit que ces États généraux ne devraient pas avoir le format d'après son organisation. Plutôt, il fallait qu'il y ait des organisations, des commissions, des travaux des commissions ou des ateliers pour pouvoir recueillir les problèmes fondamentaux qui rongent ou qui bloquent l'administration de la bonne justice. Et c'est par ces travaux en commission qu'on aurait coulé ça sous forme de recommandations à soumettre aux autorités qui ont compétence. Et d'autres sont en train de prétendre même que ces assises ont concouru justement pour tenter de changer la Constitution ou de procéder à sa révision. Justement, mais nous leur disons ceci.
pour ceux qui sont scientifiques, ils savent et ils connaissent sur l'existence du principe du parallélisme des formes et des compétences avec son corollaire, la théorie de l'acte contraire. La constitution de la RDC qui est actuellement de 2006 est une constitution qui suppose 3 fondements pour qu'on puisse procéder soit à sa révision ou encore à sa modification. Premièrement, il faudrait que la classe politique s'assoie pour essayer de discuter, voir les faiblesses de l'actuel, et puis voir s'il faudrait modifier ou les 100 000 signatures. Ben, tout le monde. Donc tout le monde doit normalement participer. Deuxièmement, il faudrait que le Parlement intervienne, parce que c'est le Parlement qui est l'organe qui a légiféré cette constitution. Vous pensez que Et en dernier lieu, oui. ça sera la population qui interviendra dans le cadre d'un référendum populaire. Alors, engager un débat comme si que les forums qui a eu lieu auraient servi de soubassement pour changer la constitution ou pour la modifier, ça c'est une vraie fausseté. Mais le ministre Moutamba dit que les recommandations peuvent déboucher sur une probable révision constitutionnelle. Ben, le ministre Moutamba peut dire ce qu'il pense par rapport à ses attributions, mais néanmoins, après que les recommandations soient formulées, ces recommandations doivent arriver chez les autorités compétentes. Naturellement, il y a 2 chambres du Parlement, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a une commission PAJ qui devra examiner la question. Et ça sera très, disons, là, très précipité de dire que si Moutamba dit que les recommandations vont servir à X, Y ou à X choses ou peuvent déboucher, oui. Bon, ça c'est son opinion. L'opinion du ministre Moutamba n'est pas l'opinion du gouvernement, parce que le gouvernement est engagé par la Première ministre. Le gouvernement est supervisé par le président de la République. Cela veut dire, moi, leader Kingondi Joachim, je peux avoir mes opinions et les exposer à la place publique. Mais mes opinions ne demeurent pas ou ne restent pas une obligation que chacune des personnes congolaises devra exactement suivre. Puisque après tout, comme je l'ai dit, il y a 3 fondamentaux qu'il faudrait respecter. Il y a la classe politique, il y a le Parlement, l'organe qui légifère les lois, et puis il y a le peuple congolais qui devra le sanctionner par ça, c'est dans la procédure un vote de révision. Mais vos co-débatteurs aussi ont parlé des pesanteurs qui empêchent à cette justice de pouvoir connaître son essor ou être vraiment une justice effective, rendre justice réellement à la société. Selon vous, puisque vous ne partagez pas le fait que voilà, les acteurs politiques, on puisse citer les individus, le chef de l'État particulièrement, comme a cité l'ODEP, selon vous, c'est quoi les plus grands obstacles qui empêchent l'émergence de cette justice? Quels sont les obstacles? Les plus grands obstacles majeurs, c'est l'homme congolais. Certains qui accusent la justice aujourd'hui ont été par le passé dirigeants de ces pays, dans un secteur tout comme dans un autre. Et les mêmes personnes, certains les citent qu'elles étaient en train d'instrumentaliser cette justice. Et aujourd'hui, les mêmes personnes voudraient donner des leçons. Mais moi, je ne suis pas dans un débat des individus. Moi, je suis dans un débat ou dans un raisonnement réaliste. Qu'est-ce qui ronge réellement cette justice? Le problème des conditions de travail des magistrats. Déjà, le salaire que certains magistrats, que tous les magistrats... Est-ce que vous avez une idée sur les salaires des magistrats? Parfois, on les approche, on demande vous touchez combien, ils ont tendance à patauger. Vous avez une idée? En tout cas, je n'ai pas une idée puisque personne n'aime jamais livrer son secret comme ça. Le secret. Mais en dehors du salaire, les conditions de travail. Ici à Kinshasa, lorsqu'on se rend dans nos... lorsque nous sommes dans nos tribunaux... Les conditions salariales des magistrats, ils seront indépendants. Attendez, le salaire peut arriver, ou ça peut être amélioré, mais les conditions de travail doivent aussi suivre. À Kinshasa, il y a quand même quelques bâtiments qui permettent aux magistrats de fonctionner. Mais quand vous allez dans l'arrière-pays, dans des territoires vraiment très reculés, vous allez remarquer même que les magistrats n'ont pas de bâtiments pour travailler dans des conditions plus ou moins acceptables. Vous allez également constater qu'en dehors des bâtiments, les magistrats n'ont pas de meubles appropriés pour travailler normalement. On va même remarquer que même pour les outils didactiques qui peuvent accompagner le service du magistrat, cela ne suit pas normalement. Merci bien. Et en dehors de ça, il y a aussi un problème de logement pour ceux qui sont dans l'arrière-pays. Alors, il est maintenant très écœurant de constater que certaines personnes qui ont pris parole sur les tribunes des États généraux, ces personnes-là ont préféré tirer à boulet rouge sur les magistrats comme si ce sont seuls les magistrats qui ont endeuillé ou qui endeuillent la justice. Et
il préfère ou elle préfère plus citer les magistrats comme si c'est eux qui organisent la corruption. Tout en oubliant que la corruption, c'est comme un véhicule à deux sens, qui roule sur un... Disons, la corruption, c'est comme un véhicule qui roule sur un chemin à deux sens. S'il y a un corrupteur, il doit nécessairement y avoir un corrompu. Alors, pour moi, je pense qu'on doit réfléchir comme de vrais démocrates, de vrais républicains, qu'on puisse un peu nous dégager, renoncer à nos côtés politiques, puisque je suis membre d'un parti politique de l'Union sacrée ou que je suis membre d'un parti politique de l'opposition, je ne dois pas accepter ce qui se passe. Les corrections, on va les apporter, mais on doit quand même avancer et appuyer les chefs de l'État dans cette vision qui veut que le pays puisse aller vers l'avant. Merci bien, monsieur Kingondi Joachim. Alors, monsieur Damien Terranova, je vous passe la parole maintenant. Dites-nous, selon vous, comment trouvez-vous d'abord l'évolution de ces états généraux de la justice depuis le début? Je suis en fait, merci beaucoup pour la parole. Je suis écœuré, je suis déçu, je suis énervé en fait. Parce que d'abord je vais parler de cet état général que moi je suis parmi de ceux qui l'avaient demandé. Et ce qui se passe là-bas, c'est vraiment, ça montre le niveau de la bassesse de ceux qui nous dirigent. Et cela aura de répercussions où cela démontre, en fait, comme j'ai répondu à un journaliste, l'état du pays actuellement. Parce que vous savez, quand vous avez des gens qui se disent intellectuels et qui veulent vous retourner à 1800, pendant que nous sommes en 2024, ça veut dire qu'il y a un problème de mental très avancé. Et j'ai mal, en fait, pour mon pays, vous voyez. Parce que quand je vois ça, ça me ressort. C'est pourquoi je vous dis que je suis mal à l'aise, en fait. Partagé entre la colère et... Vraiment, donc, je suis mal à l'aise. Et Moutamba, il met 2 fois de plus. Pourtant, je commençais à avoir un rêve qui je me suis réveillé avant même d'entamer le rêve. Je croyais qu'il va apporter quelque chose, mais je trouve que il a de bonnes idées, mais il est abruti par celui qui l'a placé. Oui, il refuse. C'est très fort, ça. Oui, bien sûr, c'est très fort et qu'il m'entende s'il me voit, hein, monsieur Moutamba. Moi, je suis parmi de ceux qui ont demandé à ce qu'il y ait des états généraux parce que je pensais que tu avais de bonnes idées à mettre pour l'amélioration de notre justice. Et je vous ai demandé plus d'une fois devant plusieurs chaînes de télévision et j'ai demandé aux magistrats qu'il fallait qu'il y ait d'abord les états généraux parce que j'avais foi à ces intellectuels dont je pensais que vous pouviez vous asseoir et vous trouver, faire un travail qui pourrait apporter un plus sur le pays. Mais là, je donne raison à quelqu'un qui m'a dit sur un plateau que non, monsieur, ils vont juste dilapider encore une fois de plus l'argent du pays. Vous ne croyez pas en personne, finalement? Écoutez, il n'y a pas besoin de croire aux gens. On croit en ce qu'on voit, mon frère. Ici, ce n'est pas l'église. C'est à l'église où on a la foi. Ici, on a du concret. Donc vous êtes... 2 personnes se réunissent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce qu'ils disent qui aura de l'impact sur moi ou sur la population. Ah ben, ce qu'ils disent, ils veulent nous retourner. Comment dans un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous connaissons, un monsieur comme celui qui dirige le pays pour l'instant peut se retrouver dans un conseil de la magistrature? Il va dire quoi? Ce sont des idées qu'on partage. Mais ces idées sont déjà archaïques. Non, monsieur, donc, on ne devait même pas le mettre sur la table. Non, quand quelqu'un propose, il y a aussi des contre-propositions. Justement, mais malheureusement, nous ne sommes pas là-dedans. Si nous étions là, ils auront des contre-propositions. Moi, je veux vouloir d'une justice libre, de bout en bout, avec des personnes crédibles, avec des personnes formatées. Pourquoi on n'entendait pas carrément les recommandations pour pouvoir les critiquer? Vous critiquez déjà mais mais attends, aujourd'hui, on est les 40e. Nous sommes les 11. Ils chutent quand? Autour de 16. Ils ont demandé des recommandations à qui? Non, il y a des commissions qui sont... Mais justement, ces commissions, nous n'en faisons pas partie. C'est de ces commissions qui est sorti ce que nous venions de dire ici. Les propositions qui ont été données. Vous savez, vous parlez de la corruption. Moi, je dis ceci. La corruption
de ceux qui sont là aujourd'hui n'a pas commencé pendant qu'ils sont magistrats. Donc ce sont des personnes qui déjà moralement étaient corruptibles. Déjà, vous savez, pour nous qui avons les cheveux blancs à cause de l'âge, en 1990, il y avait des points que certaines personnes avaient aux humanités. Ils ne dépassaient pas 50%. Et on les appelait... ils avaient un nom qu'on les appelait. En fait, ils étaient entre 50, 51, 52, 53. OK? C'est cette vague de 50, 51, 52, 53 qui est partie en droit. Et moi, je le disais déjà en 1990 qu'il y aurait un problème. Parce que moi, je viens de 2 parents qui ont des juristes et des qualités en plus. Je disais, il y aurait un problème. Je disais à mon père, il y aurait un problème dans votre domaine. Il me dit, pourquoi? J'ai dit non. Parce que ceux qui partent là-bas, ils ne sont même pas moyens. Ce sont des 50, 51, 52% aux examens d'État. Donc, ils vont nous produire des histoires dans les années qui viennent. Et c'est ce que nous vivons. Parce que celui qui a déjà 51% aux humanités, quand il va à l'université, il va faire combien? Hein? Mais ce sont ceux-là qui ont été gradués, n'est-ce pas? Comment? Nous savons dans ce pays, il y a eu il y a eu toutes sortes de corruptions à l'université. C'est pourquoi notre diplôme est mis à mal à l'extérieur. Malheureusement, ce sont ceux-là aujourd'hui qui se retrouvent dans l'appareil judiciaire. Quelqu'un qui n'a jamais voulu se mettre à jour. Moi, j'aurais voulu que dans ces assises, qu'on relève cet aspect de choses. J'aurais voulu, dans ces assises, qu'on nous dise qu'il faut qu'il y ait une mise à jour de magistrats. Et même, aller plus loin, des avocats. J'aurais voulu que ça soit ainsi. J'aurais voulu qu'on fasse des propositions de construction des bibliothèques. J'aurais voulu qu'on nous dise que lorsqu'on termine les 5 années de l'université, on va en faire une année franche pour le remodelage ou remodelage de la personne qui va devenir plus tard magistrat. J'aurais voulu cela. Mais écoutez, là-bas, c'est du dialélo. Qu'est-ce qui a tué la politique au Congo? La politique au Congo est tuée par la magistrature, la justice au Congo est tuée par le politique. Nous l'avons dit ici. Dans chaque nomination des magistrats, ce sont les politiques qui décident et qui mettent les gens de leur obédience. Une magistrature tribalisée. Ah, vous allez très loin. Mais je le dis, vous savez, ici à Kinshasa, je vais aller plus loin. J'ai été scandalisé un jour. J'ai un beau-frère qui est du Conseil central. Il est en Europe, il m'appelle, il me dit non, va dans tel tribunal, je ne citerai pas le nom, va voir mon frère là-bas, j'ai besoin d'une aide. J'arrive là-bas, je trouve le procureur déjà, c'est son frère. Les juges présidents, c'est son frère. Donc, toute une colonne de gens à responsabilité d'un même coin. Je me dis, mais, tout va commander. Il faut peut-être une loi pour dire que dans la magistrature, on peut pas nous avons des problèmes, mon frère Dan, qui demandent effectivement que les vrais intellectuels s'asseyent et en trouvent des solutions. Des solutions, pas pour caricaturer une personne, ou pas pour donner le pouvoir à une seule personne, mais pour donner le pouvoir au peuple. Merci bien, M. Damien Terranova. On a compris votre proposition, mais si vous dites que l'homme politique est le plus grand problème, il faudra des propositions. Et comment appliquer ces propositions pendant que l'homme politique a le pouvoir, il a la force? Il peut nuire. Hein? Commencer justement par diminuer sa force. Et la magistrature peut bien le faire. Merci bien, M. Damien Terranova. Voilà, la justice, je voulais dire, pas la magistrature. Merci bien. Alors, deuxième prise de parole. Monsieur Patrick Sahel, dites-nous, si les États généraux débouchent sur des propositions du genre révision ou changement de la Constitution, pensez-vous comment on devra réagir? Comment l'opinion devra réagir? Bon, avant de répondre à votre question, très cher Dan, laissez-moi placer quelques mots. C'est vrai, j'ai écouté le discours de mon frère à ma droite.
Et je me pose des questions si réellement je ne sais pas s'il vient d'arriver au Congo, il suit les informations de Chenel. Il est avocat. Ah, malheureusement. Je me suis réservé. Hein. Et je vais vous lire l'article 149 que j'avais cité. L'article 149 stipule ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ok ? Il est dévolu aux cours de tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, ainsi que le cours des tribunaux civils et militaires. Bon, quand il y a une proposition pour le président de la République et le ministre de la Justice de faire désormais partie du Conseil de la magistrature, est-ce qu'il y aura encore séparation de pouvoir? Parce que nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir législatif, les députés, et nous avons le pouvoir exécutif dont fait partie Moutamba. Est-ce que ce n'est pas parce qu'eux déjà ont violé la Constitution dans cet article 149 qui demande désormais de faire partie? Parce que Moutamba qui se lève un matin, ce n'est pas une fixation, je ne sais pas, c'est que mon co-débatteur de droite appelle fixation. Quand on cite les noms de gens, nous citons les noms des acteurs. Et vous devez peut-être comprendre ce que signifie fixation. C'est-à-dire que quand Moutamba se réveille un matin, il est membre du pouvoir exécutif. Il va à Makala sortir les prisonniers dont le pouvoir judiciaire avait incarcéré. Vous pensez que ce monsieur a compris les attributions d'un ministre de la Justice? Vous pensez vraiment? Ou il s'élance dans le populisme, parce que Moutamba devait savoir que lui, il a en charge, sa mission, c'est de bien gérer les prisons et non les prisonniers. Parce que nous avons vu sortir de ces prisons-là les gens malades. C'est à Moutamba qu'on doit poser la question. Nous avons vu des gens pratiquement qui mouraient de faim, alors que lui nous avait dit que désormais en prison on mange 3 fois. Donc le problème de la prison, c'est le problème du ministère de la Justice, bien sûr, et non des magistrats. C'est totalement. C'est vrai, le magistrat envoie les gens. Mais c'est clair, c'est clair. C'est aussi clair. Il doit le savoir. Bon, parmi les résolutions qu'il y a là-bas, j'espère que vous avez entendu qu'ils avaient demandé qu'on crée un parquet financier. Oui, le gouvernement a soumis cela officiellement. Et moi, je risque de poser la question au président de la République. Le 13 août 2024, cette année, vous avez créé au sein de l'ANER un département qu'on appelle DIEF. Un département intelligent, économique et financier. Ça va servir à quoi? Est-ce que le problème, c'est créer des départements pour arrêter les gens? Ou le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de ces gens-là quand vous les arrêtez? Vous avez déjà vu quelqu'un en prison, il vous appelle, vous parlez avec lui à la fin, il vous dit j'ai réservé quelque chose pour vous. En prison, il vous donne $200 de transport. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, on le voit ici. Mais c'est ça le problème de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prison n'est plus un centre pénitentiaire de rééducation. La prison, pour certains, je dirais même pour les politiques ou les politiciens, la prison est devenue un lieu de repos. C'est-à-dire qu'il faut avoir volé quelque part des millions de dollars et aller vous reposer à Makala. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Même si on créait un parquet, je vous cite ici avec M. Mobutu, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le gouverneur de la Banque centrale avait construit une maison qu'on a appelée le Palais de Marbre? Mobutu appelle ces messieurs-là. Il dit, monsieur, vous êtes gouverneur à la Banque centrale. Expliquez-moi, cette maison ici, comment vous avez fait? Il a donné ses explications, mais Mobutu a dit, mais je connais ton salaire. Tu ne peux pas construire ça. Et ce jour-là, Mobutu a pris une décision. Il a dit, désormais, ce palais ici devient un bien public de l'État. C'est là qu'il faut frapper tous ces voleurs. Vous avez déjà vu quelqu'un avec des soupçons de détournement de près de 208 millions de dollars créer une université? Pourquoi on demanderait pas à ces messieurs-là? Monsieur, vous avez été ministre ici, pour la nation. Vous avez créé un hôtel de gouvernement qui coûterait je ne sais pas combien, un hôtel intelligent selon vous, alors qu'il n'y a même pas connexion Internet dedans. Mais comment pour vous, en tant qu'individu, vous pouvez créer une université comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il pèse sur vous les soupçons de détournement, on peut faire de cette université-là une université publique. Ça, c'est des sanctions qu'il faudrait. C'est-à-dire que quand vous volez, on vous saisit vos biens, ça devient les biens publics de l'État. Même si on créait un parquet financier, et que ces parquets financiers commencent à envoyer les gens, je ne sais pas, à Makala, là où on va créer une autre prison juste pour les détourneurs. Ça aussi, c'est le rôle de Moutamba. Lui aussi, il peut proposer une création, c'est-à-dire que créer une prison uniquement pour les détourneurs.
C'est-à-dire que, parce qu'on mélange, celui qui a volé, je ne sais pas, la poule de tel maman, celui qui a fait voler la batterie de tel monsieur, à Makala, avec celui qui a détourné pour près de 800 millions de dollars. Il faudrait que nos enfants, parce que ça va aussi de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, nous allons aller visiter la prison des détourneurs. On va là-bas, on trouve les... Vous permettez? On trouve tout ce monde-là. Ah, c'était les, non? Hein? Ben, vous pouvez citer, vous êtes journaliste d'investigation. Le problème de la justice, ce n'est pas seulement qu'on crée un nouveau parquet, mais qu'est-ce qu'on fait des détourneurs? Je vous ai cité Eteni Longondo qui avait un dossier ici. Je vous ai cité celui qui était arrêté à Brazzaville, ou Willy Bakonga. Il avait un dossier. Mais qu'est-ce que vous avez fait de lui? On a cité Nicolas Kazadi. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? On a cité Vital Kamerhe. Lavé de toute sueur. Mais même si on créait un nouveau parquet, avec les mêmes intentions, on aura les détourneurs. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? C'est vrai. C'est ici que je vais épouser la pensée de mon co-débatteur. Le problème de la RDC, c'est l'homme, la matière primaire, c'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, dans la magistrature. Donc, pratiquement 99% des pays, après avoir fait l'université, tu apprends le droit, l'école de magistrature. Tu vas à l'école de la magistrature. Tu vas à l'école des avocats. Ici, on n'a pas, t'en fais pas. Ils prennent 2 ans. On dit, tu as fini, tu es licencié, va 2 ans apprendre les B.A.B.A. auprès d'un... Ça, c'est pas l'État. Ça, c'est un cabinet, c'est privé, ça. Mais elle est où, cette école de la magistrature? Parce que quand tu finis, tu ne peux pas finir à l'université, licencié, et devenir membre magistrat parce que tu es passé par un concours. Mais qui a suivi tes 2 ans? Et si ces 2 ans-là, tu étais dans un cabinet de ton oncle, quel rapport il fera? C'est ça le problème. C'est-à-dire que des structures, faire des réformes qu'il faut afin que la personne qui apprend, qui étudie le droit, après cela, va à l'école de la magistrature pendant 2 ans pour apprendre l'éthique et la déontologie. Très bien. Mais je ne veux pas poser, vous n'avez pas répondu à ma question sur les changements de la Constitution. Mais qui ont la révision... Vous savez ici, en quelques secondes, j'ai vu la campagne de l'UDPS. Ils sont en train de brandir l'article 217. J'ai vu la crainte de la nation, parce qu'il y a d'un côté la campagne de l'UNEPES, de l'autre côté la crainte de toute une population, de l'article 220. Mais ici, on parle de quoi? J'ai vu aussi Délice Sanga et sa bande en train de dire autre chose. Ok? Ici, je vais dire ceci. Pour changer, pour réviser la Constitution, on n'a pas besoin du peuple. On n'a pas besoin d'un référendum. Vous savez, Kabila a révisé, ici je parle de la révision de la Constitution. Kabila a révisé la Constitution en 2011. L'élection est passée de 2 tours à un seul tour. Est-ce qu'il y avait référendum? Non. Mais quand ils voudront changer la Constitution, c'est là que l'impératif se poserait, c'est-à-dire que ça doit passer par le référendum. Et pour toucher, même quand on se dit, nous voulons juste réviser la Constitution, mais il y a des articles qu'on ne sait pas toucher. Parce qu'il y a des articles, quand vous touchez, ça doit passer par le référendum. Alors ici, on parle de quoi? On parle de la révision. Tshisekedi tantôt, il parle de la révision. Kabouya parle du changement. Il se réveille un bon matin, il dit changement. Mais donnez-nous un seul langage, nous allons débattre autour de ça. Parce que ici, le président tantôt, il est dans le changement, demain, il est dans la révision, mais finalement, on parle de quoi? Si vous voulez la révision de la Constitution, alors ne touchez pas les articles régaliens. Si vous voulez le changement de la Constitution, alors allons au référendum. Merci. Mais question mark, si vous voulez qu'on aille au référendum, c'est-à-dire, il faut un nouveau bureau de la CENI, c'est-à-dire, il faut l'impression de bulletins. Dans un pays où vous dites qu'il n'y a pas d'argent parce que les professeurs ne sont pas payés, parce que les médecins vont tantôt aller en grève, mais vous allez avoir l'argent où pour toucher et changer la Constitution. Alors, voulez-vous... Ça peut être un projet qui peut projeter pour 2027, 2028 peut-être. On ne sait jamais. Je t'informe pas, je ferai que te rappeler que 2027, c'est l'année où on prépare l'élection de 2028. Donc, oui, le président de la République... Mais tout tombe. Avant de changer la Constitution, il faut définir d'abord la commission que le président veut mettre en 2025. Ça va tuer son soubassement justement, dans la Constitution ou dans la pensée de l'UDPS. Donc la Constitution ne permet pas que le chef de l'État mette en place une commission pour... Mais lisons, on a la Constitution avec nous. Changer la Constitution. À moins que l'Assemblée nationale soit dissoute.
dissoute. On y reviendra, on y reviendra. Merci bien, Monsieur Patrick Sahel. On verra comment les jours à venir nous seront beaucoup plus déterminants. On saura ce qui va se passer. Monsieur Henri Chimbalanga, je prends la réaction du professeur Grégoire Bakandeja Wampungu. Voici ce qu'il dit. Dans les états normaux, s'il y a des incohérences, des incongruités dans la Constitution, il ne faut pas jouer au mot. Moi, je suis dans la logique qu'il ne faut pas réviser un chiffon, il faut juste le remplacer. Donc, dans les états généraux, on parle également de changement de la Constitution. Donc, il est possible que, parmi les recommandations, il y ait celles qui vont dans les sens, il faut changer la Constitution. C'est possible. Dan, c'est pourquoi j'ai dit ici que le politique congolais a perdu le sens. Le politique congolais n'est plus attaché à la nation. Lui, il va pour chercher à faire plaisir au chef. Il va réfléchir dans ce sens, dans le sens de dire que nous, on se bat pour que vous, en tant qu'individu, vous soyez toujours là. Donc là, ce sont des intentions. C'est qu'on a. Lui-même a dit que ça, ce sont des intentions. Oui, on y va, Dan. Oui. Écoutez, Dan, ce n'est pas du fait que ceux-là qui ont eu la chance d'être dans certaines fonctions, c'est-à-dire ils sont plus cohérents que nous, plus puissants que nous. On peut se mettre avec eux autour d'une table et on fonce dans le débat. Tu vas trouver qu'il y en a qui n'en valent pas la peine. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous posez des actes, vous pensez que nous ne savons pas traverser vos actes pour chercher à nous maintenir dans un petit mensonge? Vous parlez maintenant, quand ils y vont, ça change même de nature. On n'a plus besoin d'abord de diagnostiquer sur ce qui rend la justice malade et comment rendre cette justice accessible et la bonne pour tous. Parce que c'est la justice qui élève une nation et non pas la constitution. Les Grandes-Bretagne n'ont pas de constitution. En Angleterre, il n'y a pas de constitution. Prenons d'abord cette même constitution. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, quel est ce gouvernement qui a respecté les retenues à la source par les provinces de 40%? Dites-moi un seul gouvernement. Mais les gouverneurs, ils représentent quoi devant les Kinshasa? Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été respecté. Ça n'a jamais été respecté. Vous voyez? Mais c'est la Constitution, c'est la même condition qui bloque pour certains. Non, ça ne bloque pas. C'est la nature de l'homme congolais. Je ne peux pas m'en fatiguer de le dire. Écoutez, Joseph Kabila, il dit, ah, j'arrive quelque part, on me dit Oumela. Il dit, mais Oumela, c'est pas ça la démocratie. Et qui ont sorti ce vocable-là? Des professeurs des universités. Et l'un d'entre eux a amené autre chose de monstrueux. Il crée un parti politique, Kabila Désir, un professeur des universités, et un autre, un professeur ordinaire, c'est-à-dire il n'est plus professeur associé, il est maintenant professeur ordinaire, et que plus tard, il sera un professeur émérite. Mais il a inventé une danse à genoux pour Naraïs Toko, Ngulumanama Bolongo. Mais des docteurs d'État, c'est-à-dire, ils ont d'abord eu à maîtriser le domaine et puis soutenir une thèse. Mais alors, on nous ramène à quoi? Quand vous allez là-bas, vous commencez à penser, il faut qu'on crée le Conseil de justice, il faut que le président soit au-dessus. Et demain, quand vous en verrez les conséquences, c'est que lui n'est plus là, parce que vous avez réfléchi autour de la personne. Comment vous allez encore revenir pour corriger, dire que non, ça ne va plus, ce n'est pas une bonne chose, on doit changer. Donc, ça sera une forme de dictature? Mais on nous amène dans quoi? Il faut être clair, ils doivent savoir s'assumer. On a commencé par une matinée de Kabouya. Qui lui ne savait pas s'en cacher. Il dit non, le président de la République, vous voyez, le mandat là, c'est pas du temps. Et puis, il avait même dit, qui vous a dit que c'est son dernier mandat? C'est dans ces matinées. Et petit à petit, pour se justifier, on enseigne des procès d'intention. Et aujourd'hui, on parle changement. Pourquoi? Quand les alliés, partis alliés de l'UDPS, se sont ralliés à la démarche de Kabouya. Mais on ne peut pas garder une constitution indéfiniment si on se rend compte que cette constitution ne répond plus aux aspirations du peuple. On y va, mais quelles sont d'abord ces aspirations-là qu'on ne nous présente pas? Qui explique ces aspirations-là?
Qui a expliqué les aspects? Il ne suffit pas de dire ce français-là que ça ne répond pas à quoi. Il faut d'abord expliquer. Vous savez, tu peux avoir une belle initiative, mais quand tu communiques très mal, tu n'arrives pas à expliquer. Ceux qui sont censés te soutenir, ils feront. Le chef a dit que ça provoque le tribalisme. Ça ne permet pas aux provinces de décoller parce que comment dire, il y a toujours ces guéguerres entre assemblées provinciales et gouvernements Mesdames, provinciaux. écoutez, nous sommes dans la société. D'où viendraient ces difficultés-là? C'est Kinshasa. C'est Kinshasa qui manipule ces gens-là. Pourquoi? S'il faut qu'on paye les députés provinciaux, l'argent quitte d'abord les provinces. Kinshasa ne produit quoi? Là, ça quitte les provinces, ça remonte à Kinshasa. Comme Kinshasa, c'est la gloutonnerie, ils bouffent tout. Vous avez vu les députés nationaux qui sont venus de l'intérieur, ils ont même passé une nuit dehors, à la primature, pour revendiquer, je crois, si c'est 24 mois d'arriéré. Où part cet argent-là? Est-ce que c'est la Constitution qui leur dit de ne pas payer ces gens-là? Merci bien, monsieur. Donc, moi, je pense que Oui. on ne doit pas transformer ces assises-là, qui avaient pour autant un objectif que tout le monde attend. Est-ce qu'en ce moment ici, voilà comment nous sommes un peu désorientés. On éparpille l'énergie nationale. Le pays est en guerre, Dan. Et si aujourd'hui, cette guerre ne chute pas là, Oui. emporter Kisangani. Parce qu'on disait au maréchal, Kisangani ne tombera jamais. Et finalement, quand ça tombe, le maréchal est tombé aussi en diarrhée. Quand ça prend là-bas, vous allez appliquer votre constitution là où? Qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment? Est-ce la sécurité du pays ou bien le combat pour le changement de la constitution? Pendant que l'ennemi est en train d'avancer, en train de nous ridiculiser, et nous ici, nous faisons même honneur sur notre propre sol à l'ennemi qui vient, et un général avec des galons de l'État congolais, à Betiwana, il attend même que ce foutu ministre-là du Rwanda lui dise repos. Mais Dan, c'est très grave. On n'est pas concentré dans ce qui se passe face aux dangers qui nous guettent, mais plutôt nous commençons à débattre sur le changement de la Constitution. Je termine, les alliés de l'UDPS, mais eux ont sorti au clair de tout. Ils ont listé les articles jusqu'à 220. C'est là le problème, c'est déverrouiller le nombre, délimiter le nombre de mandats pour que ça puisse continuer. Merci bien, monsieur Henri Tshimbalanga. Alors, on le saura bien dans l'avenir, ce qui va se passer. Attendons un peu la fin de ces états généraux. Oui. On va lire les recommandations, si ça peut déboucher sur celle de révision ou même changement de la Constitution. Là, alors, monsieur leader Kingunzi, je vous repasse la parole. Regarde tous ceux qui se prennent la parole pour proposer des idées de changement de la Constitution. Parmi les matières qui doivent faire l'objet de ces états généraux de la justice, pensez-vous qu'ils ont tort ou ils ont raison de penser comme ça? Monsieur Dan, Et ce sont des grands professeurs. Monsieur Dan, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. On doit éviter des débats à image cosmétique, mais plutôt avoir des débats vraiment objectifs. Il faudrait d'abord que nous nous posions la question. Est-ce que notre Constitution ne contient-elle pas de faiblesses qu'il faudrait revoir ou réviser? C'est là le problème. Je vous donne un exemple. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir pour la poursuite d'un ancien Premier ministre, M. Augustin Matata Ponyo. Mais il est devant la Cour constitutionnelle. Qui tantôt, lui et ses avocats se présentent devant la Cour constitutionnelle pour dire que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente à pouvoir le poursuivre. Et sa défense évoque des dispositions prétendument constitutionnelles. Et le camp de la République aussi présente aussi des moyens tirés de la même Constitution. Pourquoi ne pas donner des précisions dans notre Constitution que même si on a été Premier ministre et que nos actes posés lorsque nous étions Premier ministre sont poursuivables et sont punis par la loi et que les évidences de la procédure ne fût-ce qu'évoquées sommairement. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est-à-dire, dans ces pays, on aura des premiers ministres qui seront là et au bon de leur gré peuvent Même détourner des chefs d'État. pour ne pas être poursuivis, et y compris les chefs de l'État. Alors, est-ce qu'on ne peut pas revoir ou encore revisiter cette disposition? Ça peut y arriver. Deuxième chose, C'est le moment de la faire. Constitution, l'actuelle dit que la RDC est un État souverain indépendant
dans ses frontières du 30 juin 1960. Est-ce que ça, c'est une vérité? Est-ce que la RDC a commencé le 30 juin 1960? Non. La Constitution parle que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment à une autre nationalité. Combien de Congolais ont déjà perdu la nationalité congolaise? Le fait de l'adjoindre avec une autre nationalité. Alors, est-ce que les Congolais ne peuvent pas réfléchir pour pouvoir disséquer d'abord la disposition sur la nationalité, oui, et puis ramener la disjonction des éléments constituant la nationalité, oui, et la verrouiller dans l'article 220 pour que les gens qui auront à prétendre à assumer des fonctions régaliennes ou de hautes responsabilités, que nous n'ayons que des Congolais des souches, comme des pères des et de sangs. mères. Des pères et de mères, un peu comme ça. Bon, un peu. Alors, si on peut ne fût-ce que verrouiller la question sur la nationalité dans l'article 220, où est le problème? Donc là, vous posez qu'on touche à l'article 220. Déjà pour moi, après analyse, j'avais compris que même les dispositions de l'article 220 ne sont pas verrouillées. Ah bon? Raison pour laquelle le régime passé a pu changer l'élection du chef de l'État de 2 tours à 1 tour. Expliquez-nous comment c'est pas verrouillé. Ben, dans la Constitution, il n'y a aucun article qui dit que cette disposition-là est verrouillée. L'article lui-même ne dit pas qu'il est verrouillé, mais l'article verrouille certaines questions. Non, ce sont les matières. Alors, les matières qui sont verrouillées. Oui. C'est vrai, elles sont verrouillées. Mais l'article lui-même, il n'est pas verrouillé parce que les lui-même matières n'est pas verrouillé. Oui, les matières sont déjà verrouillées. Le danger, c'est que les scientifiques peuvent se mettre sur une table en essayant de réfléchir comment déverrouiller cet article et rajouter peut-être certaines dispositions ou encore retrancher d'autres. Alors, moi je pense que notre Constitution a des faiblesses. Oui, ça c'est une évidence. La Constitution a des faiblesses, mais il y a des dispositions qu'on ne pourra pas toucher. Par exemple, l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisque ça c'est un principe des valeurs démocratiques dans tous les cieux. Dans faire de chef d'État et chef de conseil supérieur, non, pas non. du tout. Dans tous les cieux, l'indépendance de la justice est un principe des valeurs républicaines qui ne peut pas être touché parce que déjà notre Constitution, en son article 68, énumère les institutions de la République. Le président de la République, le gouvernement, les cours et tribunaux et le Parlement. Déjà, lorsqu'on sépare les institutions, c'est-à-dire que le ministre de la Justice qui appartient dans une des institutions qui est le gouvernement ne peut pas s'inféoder dans une autre institution pour devenir superviseur, c'est impossible. Et avec combinaison des dispositions de l'article 149, ça serait impossible qu'on puisse enlever la question sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Là, les gens peuvent s'apaiser puisque ce sont des questions scientifiques. Et raison pour laquelle nous devons éviter des débats cosmétiques. On doit réfléchir d'une manière objective. Mais non, le problème qui est là, c'est la question de répondre s'il faudrait changer ou modifier. Oui. Ça dépend du peuple congolais. Mais la vraie question qu'il faudrait se poser, quel est le moment idéal où on peut soit réviser, ou on peut soit changer la Constitution? C'est là la question. C'est ça qui voudrait que la classe politique puisse se réunir pour en discuter. Mais le dialogue, par exemple? Ça dépend. Ça dépend. Je ne propose pas un dialogue, mais la classe politique a des méthodes ou des manières pour pouvoir se réunir. Quand vous dites classe politique, vous faites allusion, opposition, pouvoir? Je vois le pouvoir, la majorité qui gouverne, je vois l'opposition, je vois la société civile. On peut avoir un cadre de réflexion où on envoie des techniciens qui peuvent amener les raisonnements pour voir... Mais déjà, on est buté à une difficulté parce que ceux de l'opposition disent que si on doit réfléchir pour le changement de la Constitution, c'est pour consacrer un pouvoir indéfini pour un homme. Comment on va aller dire ce genre de... Non, ça c'est du cosmétisme. C'est ce que je ce genre d'échange. Parce que même si on changeait la Constitution aujourd'hui, est-ce que le président Tshisekedi a dit que je veux m'éterniser au pouvoir? Mais déjà, pourquoi, quelle est l'urgence aujourd'hui de changer cette Constitution? Parce que c'est vrai que vous avez dit qu'il y a des faiblesses dans la Constitution. Mais y a-t-il urgence? Les urgences. Parfois, il y a des urgences. Il y a certaines urgences qu'il faudrait s'y mettre. Par exemple, la question sur la nationalité. C'est une question très essentielle. Déjà, l'Est de notre pays est envahi par des non-Congolais. Et l'État doit en principe procéder par l'identification des Congolais. Maintenant, si on ne sait pas identifier les Congolais,
Alors, comment nous allons gérer la question des dénationalités à l'Est? Un problème qui a commencé depuis les années 70. Merci bien. Il est vraiment important, mais la question, on doit réfléchir à quel moment on doit les faire et qui serait là pour en discuter pour nous éviter des débats cosmétiques. Merci bien. Monsieur Damien Terranova, êtes-vous pessimiste ou optimiste par rapport à ces états généraux? Ben, je vous ai donné ma position. Je suis vraiment pessimiste. Vraiment pessimiste. Mais que pensez-vous de cette recommandation, cette proposition justement de Monsieur Jules Alingueté? Voici ce que Monsieur Jules Alingueté dit. Il dit, voilà, les membres du gouvernement contrôlent 80% des ressources naturelles et que il dissimule devant les parquets. Il y a beaucoup d'évadés judiciaires. Il s'agit des prédateurs déclarés innocents parce qu'ils ont été plus habiles en matière des finances. Ça, c'est Alingueté. C'est Alingueté qui le dit. Oui, ils ont été plus habiles en matière des finances. Je vous avais dit une fois j'avais dit une fois dans votre émission ici qu'il y a un sérieux problème avec d'abord M. Alingueté lui-même. Non, passons d'abord sur ce qu'il a dit. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord ressortir la personne. Il faut ressortir la moralité de la personne. Pour que ce qu'il dit, peut-on donner crédit à ce qu'il dit ou bien peut-on le remettre en cause? Lui-même d'abord. Qui est son chef naturel? À qui il rend compte? Le président de la République. Mais ce n'est pas son chef naturel. On venait de le dire ici. Ce n'est que un inspecteur. Et un inspecteur, il ne prête pas serment devant le président de la République. Il prête serment devant un procureur. Ce qui veut dire, il doit le rapport à ces procureurs-là, pas au président de la République. Déjà, là, il y a un problème. Son parquet à lui, c'est la Cour des comptes. C'est là que lui doit aller se plaindre. C'est là que lui doit amener les éléments. Pourquoi? Parce que dans cette Cour de comptes, il y a des personnes qui ont été formées. Je dis bien formées parce que la République a mis de l'argent. On les a envoyés en formation, en France, en Allemagne, en Belgique, un peu partout, même aux États-Unis. Comment combattre la corruption et les détournements? Ces personnes qui sont dans ces parquets-là, ou dans cette cour-là des comptes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand leur police va enquêter, il revient avec les éléments, il ne leur donne pas, il va donner à celui qui n'a rien à voir avec lui. Et puis lui, il se met à se plaindre. Ce n'est pas le chef de l'État qui va donner l'ordre d'aller arrêter XY. Ce n'est pas lui qui examine les dossiers. Donc, il a un problème dans sa façon de faire. Il a un problème sérieux. Je crois qu'il doit d'abord commencer par se mettre en cause lui-même. Est-ce que les problèmes de la justice ne sont pas parfois les problèmes ne sont pas liés peut-être à notre constitution? Non, mais monsieur Dan, comment un problème, constitution, justice peut s'entremêler? Le pouvoir judiciaire les justices sont le pouvoir de la constitution. Est-ce que c'est notre constitution est mauvaise? Non, est-ce que les problèmes de la justice Non, le problème de la justice ne vient pas de la constitution. Notre constitution, elle est bonne. Elle est bonne. Mais messieurs, cette constitution, elle est bonne de bout en bout. De bout en bout. Vous savez, j'ai été sur un plateau, on me pose ce problème de l'article 217. Je réponds calmement, comme si moi je ne savais pas que l'UDPS le prenait pour porte-étendard. Moi je dis non, l'article 217 est résolu par l'article 214, dernier alinéa. Où l'on dit effectivement, nulle cession ou octroi ne peut y avoir sans référendum. Donc c'est-à-dire, si aujourd'hui nous décidons de donner l'Est de la République démocratique du Congo à X, Y, ça doit passer par référendum. C'est le peuple qui doit dire ok, pour des besoins X ou Y, nous cédons. Ou le peuple dit non, pour des besoins X ou Y, nous ne donnons pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème, c'est pas un problème de la Constitution. Bon. Notre ami nous brandit l'article 220. Ah, vous l'avez suivi. En fait, je ne vais pas entrer dans tout ce qu'il dit,
parce que on risque d'abîmer ton émission. Donc on reste dans l'émission, je préfère. Et donc, même ces articles, tous ces articles, mon frère, ont été faits par des personnes intelligentes. Et quand vous lisez la Constitution, c'est lui qui a dit un chiffon, mais m'envoie dire ceci. Pas d'insulte, s'il vous plaît. Je ne l'insulte pas, mais comment je n'ai pas été éduqué comme ça. Moi, j'ai eu des très bons parents. Hein. Mais je vais tout simplement relever un fait. Lui, professeur d'université, n'est-ce pas? Ça remet en cause toutes ces personnes qui sont sorties de cette université. Et moi, je me demandais un jour, pourquoi on refute nos diplômes à l'extérieur? Moi qui vous parle d'Anne, j'en ai même fait un débat. J'en ai même fait une conférence. Parce que je trouvais que... mon père, c'était un type qui voulait que moi... moi, j'ai fait le CEPROMAD. Hein. Je n'ai pas voulu aller à l'université. Pour des raisons que j'ai évoquées ici. Dans une université quelconque. Moi, j'ai fait le CEPROMAD à l'époque. Il était encore Centre pour Promotion, le Management et Développement. C'est à notre ère qu'il a migré vers l'UNIC. Il est devenu Université de CEPROMAD après. Mais... moi, je dis ceci. Regardez la qualité des personnes que nous avons dans la ville. Qu'ils soient seulement ministres, un produit de l'UNIKIN, un produit des universités, là où ces professeurs-là donnent cours. Terminé, oui. Voilà. Regardez comment ils agissent. Est-ce qu'ils mettent la science en avant ou ils mettent d'abord la médiocrité en avant? Et c'est cette médiocrité que nous sommes de vivre ici. Merci. Un professeur ne peut pas coucher de telles choses. Merci beaucoup. On va quand même avoir le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Damien Terranova. Une minute, s'il vous plaît. En 30 secondes. Oui. Vous savez, l'émission a aussi un caractère pédagogique. Bien sûr. Voilà, parce que j'ai vu mon frère, monsieur l'avocat. Le nom, c'est Joachim. Joachim. Mon frère Joachim a parlé du Congo avant 60. Mais voilà, ça aussi. On va quand même retracer l'histoire parce que de 1885 à 1908, le Congo était une propriété privée du roi Léopold II. Mais entre 1908 à 1959, le Congo était un État indépendant, c'est-à-dire que le Congo belge, si vous voulez. Le Congo qu'on a aujourd'hui a commencé effectivement après la table ronde, après l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est-à-dire que cette thèse-là, cher... Et puis il faut ajouter, le Congo de l'État indépendant englobait le Rwanda et le Burundi. Et le Burundi, il y avait même, on appelait ça Congo, Rwanda, Urundi. Parce que quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, les deux pays qui étaient des colonies allemandes, c'est-à-dire que le Rwanda et le Burundi, furent annexés à la Belgique. On a donné le Rwanda et le Burundi à la Belgique. On a ravi cela à l'Allemagne. Et désormais, notre pays s'appelait Congo, Rwanda, Urundi. Si nous entrons un peu plus loin, vous allez comprendre que c'est de là où tout ce problème ici. Parce que c'est de là qu'on va dire, hein, cher Dan, que le Congo a beaucoup de richesses, le Rwanda n'en a pas. Donc, nos comptoirs de diamants vont aller désormais, et l'ivoire, vont aller désormais être vendus par le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui va être notre agent commercial. Voilà. Vraiment. Monsieur Henri, et même les VA passaient par là. Tout nos richesses passaient par là. Quelques recommandations aux participants ou aux membres qui dirigent les commissions aujourd'hui des États généraux. Quelques recommandations. Moi, je pense qu'ils doivent beaucoup plus s'engager pour élaguer toute disposition qui soit de nature à donner de l'impact que le pouvoir, que l'exécutif ne trouve pas un lien dans l'exercice de la justice. Sinon, on va toujours tourner en rond. Il n'y a pas pire que ça. C'est l'unique chose, Dan. Quand nous vivons la justice même dans la société, je sais de quoi je parle. Parce que quelqu'un peut être sur le registre de la théorie, c'est bien bon. Mais la réalité, c'est dans la pratique. Quand vous parlez avec un magistrat, vous le sentez que vous avez un problème avec quelqu'un qui a des soutiens politiques, le magistrat l'évite. Donc ça, c'est indiscutable. On peut avoir des beaux textes, mais on doit plutôt rejeter ce comportement-là, cette triste réalité, que nos politiques s'assument, qu'ils se retirent. Voilà. Sinon, tout ce qu'il y aura comme recommandation, ça ne serait que... Ça ne serait l'éléphant blanc. L'éléphant blanc.
Monsieur le leader Joachim, alors quelques recommandations aussi pour finir. Bon, la recommandation unique que je peux avoir, c'est que scientifiquement, le principe de séparation des pouvoirs voudrait que le pouvoir exécutif puisse exécuter ou gérer les décisions prises par les instances de la République et puis normalement les lois votées par le Parlement. Et le pouvoir législatif n'a que pour mission légiférer et procéder au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. Et le pouvoir judiciaire est un pouvoir totalement indépendant de ces autres pouvoirs. Et il n'y a aucun mécanisme qui pourrait faire que les pouvoirs exécutifs puissent venir interférer sur le pouvoir judiciaire. Et à ce propos, nous voudrions que ceux qui participent aux États généraux aient une conscience nationale et puis qu'ils puissent faire passer l'intérêt supérieur de la nation avant toute chose. Maître Moutamba l'a fait, vous l'avez laissé faire. Hein? Merci beaucoup. Moutamba n'est pas le chef du gouvernement. Il a sorti les prisonniers. Oui, Moutamba n'est pas le chef du gouvernement. Moutamba n'est pas la personne qui décide. Donc il a violé la Constitution. Non, moi je n'ai pas dit ça, Non, c'est vous. par ricochet. Non, ça par c'est ricochet. je n'ai pas dit ça. Il a violé l'article 149 de la Constitution. Je pense qu'on doit trouver, comment je vais dire, le Congo, on doit le rendre fort avec des lois qui auront de l'impact sur tout le Congolais. Qu'ils les arrêtent de tailler des lois sur mesure, des personnes qui sont éphémères, de lobby à Kenae, et vous devez encore refaire la loi. Laissez la fête de loi, mettez, je veux dire, des infrastructures judiciaires solides en place, en créant vraiment ces écoles-là, de la magistrature et même le barreau, parce que nous avons des torchons, mon cher ami, dans ces domaines-là, parmi ces gens là-bas. Alors, il faudrait qu'on refasse cela parce que, comme l'a dit mon frère à côté, une justice élève une nation. Si nous avons une justice des bas étages, et notre pays sera toujours en bas étage. Merci beaucoup. Merci, M. Patrick Sey. Merci beaucoup. Merci bien, M. Lydia Kingozi. Merci beaucoup, M. Henri Chimalanga. Merci, M. Damien Tourano. Merci, moi qui vous remercie. Merci à Christian Mbouka d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Merci pour votre assistance. On espère qu'il n'y aura pas beaucoup de critiques. Hein. Au revoir, à la prochaine.